Bonjour les gens! On attaque le deuxième volet de cette saga avec les joyeusetés administratives. Alors si vous pensez être au bout de votre vie avec les administrations françaises, j'aime autant vous dire que les administrations japonaises, là c'est pas le boss de fin de niveau, c'est le boss de fin de jeu. Ils m'ont terrassé. Alors je vous explique tout ça maintenant, c'est parti. Générique! Sachez que l'administration japonaise est très exigeante. Ne rentre pas qui veut. On va vous demander beaucoup trop de garanties. Je n'ai jamais subi un tel interrogatoire. Pire que le KGB. À part la couleur de ma petite culotte, ils savent tout de ma vie. Avec votre passeport, vous pouvez rester 90 jours consécutifs au Japon. Pour ça, il n'y a aucune démarche à faire, il n'y a pas de conditions à remplir. Tu payes ton billet d'avion, tu pars, basta. Mais si vous souhaitez rester plus de 3 mois au Japon, il vous faut un visa soit travail, soit étudiant. C'est du visa étudiant qu'on va parler. Dans les deux cas, il y a 3 conditions sine qua non à remplir. Première condition, le pognon. Si vous voulez aller au Japon, ne soyez pas pauvre. Très mauvaise idée, ne soyez pas pauvre, il faut être riche, d'accord? Si tu es comme moi, je te conseille de bosser n'importe où comme un gros taré et de mettre du pognon de côté un maximum. Pour rester 1 an au Japon, il faut avoir sur son compte l'équivalent de 2 millions de yens. Mais dans sa grande mansuétude, l'immigration veut bien faire un petit rabais discount à 1 million de yens. À quoi cela correspond-il? Ta vie au Japon va te coûter environ entre 600 € et 1200 € par mois. Donc tu dois avoir cette somme multipliée par le nombre de mois où tu comptes rester. Donc si tu restes 1 an au Japon, ça correspond à 1 à 2 millions de yens. Attention, cette condition est éliminatoire. Si tu ne les as pas, tu ne rentres pas. D'ailleurs, c'est l'une des premières causes de rejet de dossier pour l'immigration japonaise. 2. Les diplômes. Si tu as l'équivalent d'un bac plus 5, alors là, tu es attendu comme le Messie, aucun problème, on t'accueille les bras ouverts. Sinon, l'entrée de gamme, c'est un bac plus 3. Avec ça, tu rentres tranquille aussi. Éventuellement, tu peux passer avec un bac plus 2, mais il peut y avoir certaines conditions, donc si vous n'avez pas ces diplômes parce que vous avez fait une formation courte, donc qui dure moins de 2 ans, assurez-vous que votre diplôme correspond à un équivalent bac plus 2 ou bac plus 3. Et là, à ce moment-là, on vous laissera entrer aussi. 3. Avoir un bon dossier médical. Alors je sais que c'est très triste à dire, mais les personnes qui sont atteintes d'un fort handicap ou de maladie mentale risquent de voir leur candidature rejetée. Pourquoi ? Si vous connaissez un petit peu le fonctionnement de la société japonaise, vous constaterez que tout le monde doit rentrer dans le moule. Ils ont la culture de la communauté et non la culture de l'individu. Ils sont habitués à gérer des groupes, mais pas des cas individuels. Donc, quand vous êtes atteint d'un handicap ou d'une maladie mentale, pour eux, ça fait partie des cas particuliers et ils ne sont pas habitués à les traiter. De ce fait, pour eux, ça leur pose une difficulté. Donc, si vous avez un problème de santé particulier, vous devez justifier que vous êtes en capacité de faire le voyage, que cela n'entravera pas votre apprentissage du japonais et que ce ne sera pas non plus un frein dans votre vie quotidienne. Bon là, je sens qu'il y en a qui sont en train de déchanter sévèrement. Ouais, mais je pourrais jamais partir au Japon! Rassurez-vous, je ne remplis aucune de ces conditions. Alors comment ai-je fait, me direz-vous? Eh bien, il faut trouver des solutions. Et je vais vous expliquer comment. Si vous n'aimez pas la paperasse, n'allez pas au Japon. Rien que sur le site de Gogo Nihon, il n'y a pas moins de 13 pages à remplir. C'est là d'ailleurs qu'on vous demande si vous avez des soucis de santé et quel traitement vous prenez. Moi, avec mon traitement qui pourrait assommer un troupeau de mammouths, je vous cache pas qu'ils ont un peu flippé. Donc j'ai dû fournir un certificat médical de mon médecin qui atteste que je suis en capacité de faire le voyage. Attention, selon les médicaments, vous ne pouvez voyager qu'avec 1 mois de traitement. Au-delà, c'est considéré comme illégal, donc renseignez-vous bien sur les médicaments avec lesquels vous voyagez. Sachez que les ordonnances françaises ne fonctionnent pas là-bas, donc il faudra renouveler votre ordonnance sur place avec des médecins japonais. Une autre petite précision, certains médicaments n'existent pas au Japon, en tout cas il n'y a pas d'équivalent, ce qui était mon cas évidemment parce que je fais toujours partie des cas plus que particuliers, et dans ce cas-là, il faut une autorisation spéciale du ministère de la Santé et de l'Éducation pour pouvoir faire importer vos médicaments au Japon. Je referme la parenthèse. Donc une fois que tu as rempli tout ce bazar, tu as encore 2 formulaires à remplir, un pour l'école et un pour l'immigration.
Le formulaire pour l'école, il faut qu'on en parle. On m'a demandé le nom et l'adresse de toutes les écoles que j'ai fréquentées depuis la maternelle, ainsi que les dates d'entrée et de sortie. Qui se souvient de l'adresse de son école maternelle? J'avais 3 ans! On te demande aussi le nombre d'années nécessaires pour chaque cycle et le nombre d'années que tu y as passé. Pourquoi? Pour vérifier que tu n'y es pas resté plus longtemps que prévu. Qu'est-ce à dire? Par exemple, s'il faut 4 ans au collège et que tu en as passé 5, cela veut dire que tu y es resté une année supplémentaire. Qu'as-tu fait pendant cette année? Que s'est-il passé? Tu dois le justifier. As-tu redoublé? As-tu pris une année sabbatique? C'est suspect! Et pour chaque cycle, on te demande si tu as bien obtenu les diplômes demandés. Idem pour le travail, nom et adresse de l'entreprise, date de début et de fin de contrat. Je vous assure qu'avec tous les boulots que j'ai fait dans ma vie, je me suis amusée à retrouver toutes les informations. Et pareil, si on voit que pendant une certaine période, tu n'as rien fait, tu n'as pas travaillé, c'est louche. Qu'as-tu fait? Tu n'as pas travaillé? Mais c'est inacceptable, on ne veut pas de fainéants ici. Bref, pour vous dire à quel point, quand j'ai montré ça à ma coloc, elle a cru que je postulais pour une multinationale du style Google ou un truc classé secret défense. Là, je lui ai dit, non, c'est pour une école. Là, elle m'a dit, ok, ça doit être une école de type Harvard, Oxford, enfin un truc vraiment high level. Non, c'est une école de langue au Japon. Elle a halluciné. Et à juste titre. Et je rappelle que tout ça, c'est juste pour un visa étudiant d'1 an. Je ne m'installe pas au Japon. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les expats qui veulent rester vivre au Japon. Ça doit être costaud. Vous n'avez pas 2 millions de yens sur votre compte en banque? Pas de panique, vous pouvez faire appel à un sponsor. Mais le garant doit être un membre de la famille et un membre de la famille direct. C'est tout. Si t'es un enfant adopté, t'es pas dans la merde. J'ai demandé si mon beau-père pouvait être mon garant. On m'a dit oui, mais à condition de prouver la filiation. C'est-à-dire que mon beau-père est bien marié à ma mère. Pas de problème, j'envoie mon livret de famille. Voici mon livret de famille. Pas suffisant. Voici le livret de famille de ma mère. Pas suffisant. Ça ne prouve pas qu'ils sont mariés. Envoyez-nous leur acte de mariage. Voici leur acte de mariage. Pas suffisant. Quoi encore? Il faut prouver que votre mère est votre mère. Voici le livret de famille de mon père. Pas suffisant. Non mais vous voulez quoi au bout d'un moment, un test ADN? Envoyez-nous votre acte de naissance. Je dois donc faire la demande d'acte de naissance à la préfecture de l'île de la Réunion qui doit me l'envoyer par courrier. Facile? Non! Pourquoi? On est à 2 semaines de la clôture des dossiers d'inscription. Or, les administrations réunionnaises sont encore plus lentes que les administrations sur le continent. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi et tranquille le soir. Donc, la démarche peut déjà en elle-même prendre plusieurs semaines. Deuxième problème, le courrier peut mettre 1 à 2 semaines à être livré entre la Réunion et la métropole, en temps normal. Mais je précise que là, nous sommes en plein confinement, le système postal est saturé, les courriers n'arrivent pas à temps. Même Amazon Prime n'arrive pas à assurer les livraisons. Donc, je ne peux pas m'attendre à avoir le document en temps et en heure. Commence à flipper! Donc, je leur dis que je ferai le nécessaire, mais je ne peux pas leur garantir que le document arrivera à temps, ça ne dépend pas de moi. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Que c'était ma faute. What? Oui. Bah oui, vous avez reçu la liste des documents à fournir depuis le mois de juillet, donc à l'heure actuelle, vous auriez dû avoir transmis toutes les pièces depuis longtemps. Alors oui, le livret de famille était sur la liste, et je l'ai fourni. J'en ai même fourni 3. Mais l'acte de naissance, il n'était pas sur cette de liste. On m'a rétorqué que l'école et l'immigration se réservaient le droit de demander des pièces supplémentaires. Bah ok, mais si vous demandez des pièces en retard, ne vous étonnez pas de les recevoir en retard? Bah non, apparemment c'est à moi d'anticiper. Bah voyons. Quoi qu'il en soit, que la faute vienne de moi ou d'eux, le problème est le même. La date, c'est la date. Il n'y a pas de négociation possible. Or, le délai étant dépassé, ma candidature a été reportée au mois d'avril.
Attention, là on a un combo administration française, administration japonaise. Ça va faire mal! C'était une chose de faire valider l'identité de mon garant, c'en était une autre de faire valider ses revenus. J'envoie comme demandé son dernier avis d'imposition. Pas suffisant. Il nous faut son relevé bancaire. Voici le relevé bancaire. Pas suffisant. Il nous faut sa dernière fiche de paye. Il est retraité. Il nous faut sa dernière fiche de paye. Elle date de 2016. Ce n'est pas représentatif de ses revenus actuels. Fiche de paye. L'administration japonaise, c'est des robots. Même si c'est absurde, incohérent ou tout ce que tu veux, on te demande un papier, tu le fournis, point. Bon, là, vous allez me dire, bah ok, t'as qu'à leur donner la fiche de paye et on n'en parle plus. C'est précisément ça le problème, je ne pouvais pas la leur fournir. Cette maudite fiche de paye mérite une vidéo à elle toute seule. Parce que maintenant, à la psychorigidité de l'administration japonaise, il faut ajouter l'incompétence et la lenteur de l'administration française. Je n'ai jamais autant galéré de ma vie à fournir un document. Je vous explique. Pour faciliter la narration, on va appeler mon garant René, ce sera beaucoup plus simple. Donc, dans la société où travaillait René, c'est un sous-traitant qui s'occupait des fiches de paye et qui les a gardées. Donc René n'a pas la fiche de paye. René demande à ce qu'on la lui envoie par mail. Pas possible, le fichier est trop gros. Eh ben ok, envoyez-le-moi par cloud. Pas possible. C'est un dossier archivé. Il faut venir le récupérer sur place. Attends, c'est pas un classeur stocké dans un carton au fin fond d'une réserve, si? Donc il faut se rendre à l'agence. Le problème, c'est qu'on est en plein deuxième confinement. Si vous vous souvenez, on a un périmètre de 200 km autour de son domicile, périmètre dans lequel on a le droit de circuler. Mais en dehors de ce périmètre, c'est interdit. Or, l'agence se trouve au-delà de ce périmètre et donc René ne peut pas aller à l'agence. Il doit attendre la fin du confinement. Sauf qu'on ne peut pas attendre la fin du confinement puisque on arrive encore une fois à la clôture des dossiers d'inscription. La deadline arrive. Je contacte Gogo Nihon et je leur explique la situation. Et là, il n'y a qu'une seule solution possible. Il faut encore différer ma candidature pour le mois de juillet. Arrive la fin du confinement, on peut enfin se déplacer, donc René fonce à l'agence pour récupérer sa fiche de paye, et là... La loi de Murphy, c'est quelque chose chez moi, je vous jure. Hein. Quand la vie s'acharne sur toi et te repousse dans tes derniers retranchements, c'est incroyable les ressources d'imagination que tu te découvres. René a eu une idée de génie. Au moment où tout espoir semblait perdu, il a recherché dans ses contacts le numéro de l'ancien directeur de l'agence, qui, du coup, était à la retraite à ce moment-là. Il l'a contacté, il lui a expliqué la situation. Et alors ce mec, l'ancien directeur de l'agence, il a fait un truc génial, il a contacté ses anciens collègues et ni une ni deux, il a récupéré la dite fiche de paye. Et René a pu enfin me la fournir. Youpi, c'est fini! Non. Pourquoi? Votre sponsor est à la retraite. La fiche de paye ne prouve pas ses revenus actuels. Mais c'est ce que je me suis tué à vous expliquer depuis le début. Il nous faut son attestation de retraite avec son solde. C'était précisé nulle part. Bah maintenant il nous le faut. Là-dessus, je suis allée sur le site des caisses de retraite de l'État pour récupérer le document, mais il y a deux petits problèmes. 1. René est sous un régime de retraite spécial qui ne dépend pas de l'État, donc le document ne se trouve pas sur ce site. Deuxième petit problème, il a 3 caisses de retraite différentes. Il fallait donc retrouver les 3 organismes, ainsi que le montant versé par chacune. Sauf que ce document-là non plus, René ne l'avait pas. Le problème à ce stade-là, c'est que René, il en avait plein le dos. À la base, il avait accepté d'être mon garant pour me rendre service, mais il ne s'attendait pas à galérer à ce point. Et là, clairement, il avait envie d'abandonner. D'ailleurs, ça faisait un moment qu'il avait envie d'abandonner. Donc moi, je devais batailler contre mon propre découragement, mais je devais aussi batailler pour que René n'abandonne pas. Pour lui faciliter la tâche au maximum, j'ai retrouvé les 3 caisses de retraite, leur nom, leur contact, je lui ai tout envoyé, j'ai dit voilà, tu as juste à les appeler et je te jure, c'est la dernière fois que je te demande un papier pour mon dossier d'inscription. On a réussi à récupérer le document et à envoyer le précieux sésame aux autorités japonaises. Bon, le garant c'est fait. Arrive un autre problème.
mon diplôme. Je précise que mon diplôme est reconnu non seulement par l'État français, mais il est également reconnu en Europe. Le problème, c'est que ce n'est pas un diplôme classique de l'éducation nationale. Et ça, pour les Japonais, c'est assez dérangeant. Il fallait prouver que mon diplôme était bien d'un niveau Bac+2. De ma vie, c'est la première fois qu'on me demande de justifier le niveau de mon diplôme. Il y a la date en dessous! Je dois donc fournir une attestation RNCP qui prouve que mon diplôme est bien reconnu par l'État et que c'est bien un diplôme de niveau Bac+2. Pour obtenir cette attestation RNCP, je dois en faire la demande à l'école qui m'a délivré le diplôme. L'école doit ensuite faire la demande, je sais plus où, peut-être à la République française, enfin bon, on s'en fout. Et ensuite, on doit m'envoyer le document par courrier. Premier problème! Mon diplôme date de 2002, ça fait 18 ans. Il se peut que l'école soit aujourd'hui fermée et que je ne puisse pas la contacter. Donc là, il faut prier pour qu'elle soit toujours ouverte. Deuxième problème, j'ai eu mon diplôme à l'île de la Réunion et souvenez-vous, les administrations réunionnaises. Et enfin, troisième problème, on est toujours en pleine crise du Covid et la livraison du courrier. Voilà! Donc encore une fois, même si dans un élan improbable de rapidité et d'efficacité, les administrations avaient décidé de faire le travail promptement, je n'avais aucune garantie que le document soit livré à temps. Comment voulez-vous que je vous donne mon dossier d'inscription dans les temps si tous les 4 matins vous me sortez de votre chapeau un nouveau papier à fournir? Bon, après toutes ces péripéties, j'arrive enfin à envoyer mon dossier d'inscription. Il est vérifié 2 fois par l'équipe de Gogo Nihon avant d'être envoyé à l'école. Ça y est, c'est fait. Bon, après toutes ces péripéties, on se dit ça y est, c'est bon, c'est fini. Le plus gros a été fait, le plus dur a été fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre la réponse qui, à mon sens, n'était qu'une formalité. Et c'est là que c'est le drame. Je reçois un appel urgent et paniqué de Gogo Nihon qui me dit que l'école a rejeté ma candidature. Si vous pensez que c'est la fin de l'aventure, détrompez-vous, il y a une suite à tout ça. Mais je ne vais pas en parler maintenant parce que j'ai déjà beaucoup parlé et que la vidéo est suffisamment longue. Donc, ça fera l'objet de la partie numéro 3. Oui, croyez-moi, il y a encore beaucoup à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Pour ne pas louper la suite de cette histoire palpitante, activez la petite cloche et abonnez-vous. Comme toujours, les liens utiles sont en barre d'infos. Si vous avez des anecdotes de ce type pour avoir été déjà au Japon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très intéressée de lire ce qui vous est arrivé. Également, si vous avez des questions sur des points que peut-être je n'ai pas abordés ou pas suffisamment, n'hésitez pas à me les demander aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous les gens!